Cette photographie ne semble être rien de plus que ce qu'elle prétend. Un simple portrait de classe de 1893, du genre de ceux qui remplissent les archives poussiéreuses à travers l'Amérique. 23 enfants disposés en rangées bien ordonnées, leurs visages figés dans cette immobilité victorienne si particulière, due à la nécessité de rester parfaitement immobile pendant les longs temps de pause. Une institutrice au visage sévère se tient sur le côté, la main posée sur un bureau ouvragé. Le parquet en bois est usé, les murs sont nus à l'exception d'une carte des États-Unis qui montre encore les territoires. Tout dans cette image respire l'ordinaire, le banal, l'oublié. Mais si vous regardez attentivement la troisième rangée, le deuxième enfant, en partant de la gauche, vous remarquerez quelque chose qui ne devrait pas être possible, quelque chose qui défie toutes les lois de la photographie, de la chimie, et peut-être même de la réalité. La photographie a été donnée à la Société historique d'Ashford Hollow en mars 2019 par la succession d'Eleanor Pemberton, une femme qui avait passé toute sa vie dans cette petite ville de Pennsylvanie, nichée dans les collines de la région houillère. Elle est arrivée dans une boîte en carton avec des dizaines d'autres objets, des registres, des lettres, des documents de la compagnie minière, tous les débris d'une famille qui avait vu sa ville mourir lentement, à mesure que les mines fermaient les unes après les autres. Pendant 6 mois, la photographie est restée entreposée, simple éphémère victorien, de plus en attente d'être catalogué. Margaret Chen, une archiviste bénévole spécialisée en restauration numérique, l'a sortie de la collection un mardi après-midi de septembre. Elle avait été chargée de numériser les fonds photographiques de la société, un projet qui prendrait des années. Celle-ci devait être l'image numéro 47 de son catalogue. Routine, sans particularité. Mais lorsqu'elle a placé la photographie sous son scanner haute résolution et que l'image est apparue sur son écran, la main de Margaret s'est figée sur sa souris. Le détail était extraordinaire, bien au-delà de ce qu'elle attendait d'une image vieille de 126 ans. Et là, dans la troisième rangée, quelque chose n'allait pas. Terriblement, incroyablement mal. Ce que Margaret Chen a découvert cet après-midi de septembre allait déclencher une enquête qui mobiliserait des experts en photographie, des historiens et des analystes judiciaires pendant les 4 années suivantes. Elle allait révéler une tragédie qui avait été délibérément effacée de l'histoire, et elle nous forcerait à affronter une question à laquelle la science ne peut toujours pas répondre. Mais avant de plonger dans ce cauchemar, laissez un commentaire en bas et dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous êtes nouveau ici et que vous aimez les histoires qui donnent des frissons, appuyez sur le bouton d'abonnement. Croyez-moi, vous voudrez être notifié quand le prochain sortira. Maintenant, commençons. La photographie mesure 8 par 10 pouces, montée sur un support en carton détérioré sur lequel est inscrit à l'encre pâlie, le long du bord inférieur. École primaire de Willowbrook, 17 mars 1893. 23 enfants fixent l'objectif avec cette solennité victorienne caractéristique, leur visage légèrement flou en raison des longs temps de pause qu'exigeait le procédé au collodion humide utilisé à cette époque. Chaque détail examiné par Margaret Chen semblait parfaitement authentique. Les filles portaient des robes à col montant avec des manches gigots, à la mode au début des années 1890. Les garçons des costumes en laine avec des culottes courtes, les cheveux plaqués en arrière avec de la pommade. L'institutrice Abigail Thornton, identifiée par une note au verso, se tenait sur le bord gauche du cadre dans une robe noire sévère, son expression ne trahissant aucune chaleur. La salle de classe elle-même offrait une mine de détails d'époque, des ardoises sur des pupitres en bois, un poêle à bois ventru dans un coin, la lumière de l'après-midi filtrant à travers de hautes fenêtres. Tout était exactement comme il se devait, sauf pour le garçon de la troisième rangée.
Margaret l'a d'abord remarqué sur le scan numérique. Son visage possédait une netteté qui ne correspondait pas à celle des autres enfants. Alors que chaque autre élève présentait le léger flou de bouger inévitable dans la photographie des années 1890, les traits de cet enfant étaient d'une netteté impossible. Ses yeux, sombres et perçants, semblaient regarder directement à travers l'objectif. La mise au point était incorrecte, comme s'il avait été photographié avec une technologie entièrement différente. Mais plus troublant encore était son positionnement. Les autres enfants maintenaient une séparation soignée, chacun occupant son propre espace, comme l'exigeait une bonne exposition. Ce garçon semblait chevaucher légèrement l'enfant à côté de lui, son épaule se trouvant dans un espace qui aurait dû être occupé par un autre élève. Les lois de la physique ne s'appliquaient pas. Margaret a passé 3 jours à examiner le scan avant de contacter le Dr Patricia Vance, une historienne de la photographie à l'Institut de technologie de Rochester, spécialisée dans les procédés d'imagerie du XIXe siècle. Le Dr Vance est arrivé 2 semaines plus tard avec un équipement spécialisé pour examiner la photographie originale. Ce qu'elle a trouvé dans les couches d'émulsion l'a incité à demander l'avis d'autres experts. Les cristaux d'halogénure d'argent dans la zone contenant l'enfant mystérieux présentaient des motifs qui ne devraient pas exister, une structure de grains incompatible avec les matériaux des années 1890, des compositions chimiques qui défiaient les procédés de développement connus de l'époque. Au microscope, l'émulsion semblait perturbée, comme si quelque chose s'était imprimé sur la plaque, non pas par exposition à la lumière, mais par un tout autre mécanisme. Le rapport préliminaire du Dr Vance, remis en novembre 2019, contenait une seule conclusion dévastatrice. L'image de l'enfant était à la fois originale à la photographie et impossible à expliquer par un quelconque procédé photographique connu. Le garçon était là, mais il ne devrait pas y être. L'école primaire de Willowbrook a ouvert ses portes en septembre 1887 pour accueillir les enfants d'Ashford Hollow, une communauté minière d'environ 800 âmes nichée dans les contreforts des Alleghenies, à l'ouest de la Pennsylvanie. L'école occupait un bâtiment en bois de 2 étages sur Maple Street, financé par les contributions de la Consolidated Mining Company et des familles locales qui voulaient que leurs enfants aient des opportunités au-delà des mines. L'institutrice Abigail Thornton, diplômée de l'école normale de Pittsburgh, âgée de 28 ans, est arrivée en 1889 et restera à son poste jusqu'à la fermeture de l'école en 1924. Tenant des registres avec une précision qui se révélerait à la fois inestimable et profondément troublante pour les enquêteurs 130 ans plus tard. Ces registres de présence, ces documents d'inscription et sa correspondance ont survécu intacts dans la collection de la Société historique, chaque page remplie de son élégante écriture anglaise. Margaret Chen a commencé à recouper ses archives avec la photographie en octobre 2019, s'attendant à identifier chaque enfant par son nom. Le registre de présence du 17 mars 1893 listait 22 élèves présents. Elle avait noté chaque nom avec une coche, précisant que l'école commençait à 8 heures et se terminait à 3h30. 22 noms, pas 23. Margaret a de nouveau compté les enfants sur la photo. 23 visages la fixaient. Elle a consulté les registres d'inscription du trimestre de printemps de 1893. 22 élèves inscrits. Elle a examiné la correspondance des parents, les registres de paiement des frais de scolarité et même les notes personnelles d'Abigail Thornton sur les progrès de chaque élève. Chaque document rendait compte de chaque enfant visible sur la photographie, sauf le garçon de la 3e rangée, 2e en partant de la gauche. Son visage n'avait pas de nom. L'historien local Daniel Marsh a rejoint l'enquête en novembre, apportant l'accès aux registres de recensement, aux registres paroissiaux et aux généalogies familiales qu'il avait compilées au cours de 40 années de recherche.
Il pouvait retracer la lignée de chaque enfant sur cette photo. Les Henderson, les Pratt, les Kowalski, des familles dont les descendants vivaient encore dans la région. Il connaissait leurs histoires, leurs destins, ceux qui étaient morts jeunes et ceux qui avaient vécu pour voir le nouveau siècle. 22 enfants, 22 vies documentées. Le 23e enfant n'existait que sur la photographie et nulle part ailleurs. Aucun acte de naissance à Ashford Hollow ou dans les municipalités environnantes. Aucune mention dans les registres de baptême de l'Église. Aucun nom dans aucun document associé à l'école primaire de Willowbrook. Le garçon apparaissait sur l'image avec une clarté parfaite, son costume sombre et son col blanc identique à ceux portés par les autres élèves, sa posture suggérant qu'il avait sa place dans cette classe. Mais selon toutes les preuves historiques, il n'a jamais été là. Il n'a jamais existé. Et c'est alors que quelqu'un s'est souvenu de la catastrophe minière du 3 mars 1893. Le docteur Robert Hastings est arrivé à Ashford Hollow en février 2020 avec une réputation qui le précédait. Analyse de photographie judiciaire pour le FBI, témoignages d'experts dans 43 affaires fédérales, recherches publiées sur la détection de la manipulation photographique remontant à l'ère du daguerréotype. Si quelqu'un pouvait expliquer l'anomalie, c'était bien Hastings. La société historique avait retrouvé le négatif original sur plaque de verre dans une boîte de rangement marquée « Archives scolaires 90 », enveloppée dans du papier de soie jauni et remarquablement intact malgré son âge. Hastings l'a d'abord examiné à l'œil nu, puis au microscope, puis avec l'équipement spécialisé qu'il avait transporté depuis son laboratoire de New York. Son évaluation préliminaire a duré 6 heures. Son analyse complète prendrait 3 mois et aboutirait à un rapport de 78 pages qui se concluait par une déclaration qu'il n'avait jamais écrite auparavant dans sa carrière. Les preuves contredisent la science photographique connue. Le négatif sur plaque de verre mesurait 8 par 10 pouces, une taille typique pour la photographie commerciale des années 1890. L'émulsion était constituée de collodion en suspension dans des cristaux d'halogénure d'argent, le procédé standard de l'époque. À l'examen microscopique, chaque aspect du négatif semblait authentique. Le verre présentait une détérioration correspondant à son âge. L'émulsion affichait des motifs de craquelure caractéristiques, et même les particules de poussière piégées dans le collodion dataient correctement. Ce n'était pas une contrefaçon moderne. Le négatif avait été créé en 1893, exactement comme l'indiquait la date. Mais la zone contenant l'enfant mystérieux violait tous les principes de la chimie photographique. Hastings a découvert que les cristaux d'halogénure d'argent dans cette région spécifique présentaient un motif de densité impossible. Ils étaient simultanément surexposés et sous-exposés, un état qui ne peut exister en photographie conventionnelle. La structure du grain suggérait une exposition à des longueurs d'onde lumineuses qui n'auraient pas dû être capturées par les matériaux photographiques des années 1890. Lorsqu'il a mené une analyse spectroscopique, il a trouvé dans l'émulsion des oligoéléments qui n'avaient rien à y faire, des composés qui ne seraient pas utilisés en photographie avant 60 ans. Le motif d'exposition lui-même défiait la physique. En photographie normale, la lumière traverse un objectif, frappe l'émulsion et crée une image latente par réaction chimique. L'image du garçon ne montrait aucune preuve d'un passage à travers un objectif. Les motifs lumineux suggéraient une impression directe, comme si l'image s'était matérialisée sur la plaque sans médiation optique. Hastings l'a comparé à des dizaines d'exemples connus de double exposition, de manipulation photographique et de trucages photographiques anciens. Rien ne correspondait. Plus troublant encore étaient les bords où l'image du garçon rejoignait le reste de la photographie. Il n'y avait aucune transition, aucune bordure, aucune preuve de superposition de composition. L'enfant mystérieux existait simultanément
comme partie intégrante de l'exposition originale et comme une intrusion impossible en son sein. Hastings a écrit dans son rapport « L'image du sujet fait partie intégrante de la création du négatif et est inexplicable par tout procédé photographique documenté. Les preuves physiques suggèrent que l'image est apparue sur la plaque par des mécanismes extérieurs à l'exposition lumineuse conventionnelle. Cette conclusion contredit la science photographique établie. Pourtant, les preuves matérielles n'admettent aucune autre interprétation. Le garçon était là depuis le début, mais il ne pouvait pas y être. La photographie était réelle, mais elle était impossible. Daniel Marsh avait vécu à Ashford Hollow pendant ses 73 années entières, et il avait entendu les histoires depuis son enfance, des récits chuchotés sur la catastrophe de la mine Consolidation que sa grand-mère racontait les soirs d'hiver, sa voix baissant d'un ton lorsqu'elle arrivait à la partie sur le garçon qui n'a jamais été retrouvé. Il les avait rejetés comme du folklore, le genre d'histoire de fantômes qui s'accumulent autour de chaque tragédie. Mais lorsque la photographie a révélé son occupant impossible, Marsh est retourné à ses vieilles histoires avec une nouvelle urgence. La catastrophe minière du 3 mars 1893 restait la pire tragédie de l'histoire d'Ashford Hollow. À 2h40 de l'après-midi, un effondrement catastrophique dans le puits numéro 3 a enseveli 47 mineurs sous des milliers de tonnes de roches et de terre. Les efforts de sauvetage ont duré 5 jours, mais la profondeur de l'effondrement et l'instabilité des galeries environnantes ont rendu toute récupération impossible. Les registres de la compagnie, conservés dans les archives de la Société historique, listaient chaque victime par son nom, 39 hommes et 8 garçons, le plus jeune n'ayant que 9 ans. En 1893, le travail des enfants dans les mines de charbon de Pennsylvanie était officiellement illégal, mais universellement pratiqué. Les familles pauvres avaient besoin du revenu, les compagnies minières avaient besoin de petits corps pour travailler dans les veines étroites, et tout le monde s'accordait à fermer les yeux. Les 8 garçons morts le 3 mars ont été répertoriés parce que leur mort ne pouvait être cachée. Familles en deuil, services funéraires, certificats de décès déposés auprès du comté. Mais Marsh a trouvé des références à un 9e enfant dans des sources antérieures à la photographie de plusieurs décennies. Une lettre écrite en 1897 par l'ancien mineur Joseph Halloway mentionnait « le garçon qu'ils n'ont pas compté, celui qui est encore là-dessous ». Une entrevue d'histoire orale de 1956 a recueilli le témoignage d'Agnes Pratt, qui avait été élève à Willowbrook en 1893. Elle a parlé du garçon pâle qui est venu à l'école après la fermeture de la mine, celui dont personne ne pouvait vraiment se souvenir. Les archives des journaux locaux contenaient une lacune particulière. La couverture de la catastrophe par la Gazette d'Ashford Hollow listait initialement 47 victimes, mais une correction publiée le 10 mars 1893 a ramené le nombre à 46 sans explication. La légende a persisté à travers les générations avec une remarquable constance. Un garçon travaillait illégalement à la mine Consolidation, si peu documenté que même la compagnie ignorait sa présence. Quand l'effondrement s'est produit, il est mort avec les autres. Mais comme il n'avait aucun contrat de travail, aucune présence officielle, la compagnie l'a simplement effacé du décompte. Plus facile que d'admettre qu'ils avaient embauché un enfant si jeune, si peu documenté, que son existence pouvait être niée. Le corps du garçon est resté dans les galeries, son nom a été perdu, et selon les histoires, son esprit est apparu à l'école primaire de Willowbrook ce printemps-là, assis dans une salle de classe où il n'avait jamais été inscrit, fixant un appareil photo 2 semaines après sa mort, laissant son image sur une plaque de verre comme seule preuve qu'il avait jamais existé. La percée a eu lieu en janvier
2021, lorsqu'un descendant d'Abigail Thornton a fait don à la Société historique d'un journal relié en cuir, découvert dans une malle de grenier lors d'une vente de succession. Le journal couvrait les années de 1891 à 1895, rempli d'observations quotidiennes sur l'enseignement, les événements communautaires et des réflexions personnelles écrites de la main méticuleuse de Thornton. Margaret Chen a commencé à le lire un jeudi après-midi et, arrivée à la page 47, elle avait appelé Daniel Marsh et le docteur Hastings. L'entrée du 6 mars 1893, 3 jours après la catastrophe minière, décrivait la lutte de Thornton pour maintenir une normalité dans sa classe pendant que la communauté était en deuil. Mais au milieu de son récit des leçons de ce jour-là, se trouvait une phrase qui fit trembler les mains de Chen. Elle écrivait avoir ressenti une sensation étrange en enseignant l'arithmétique, le sentiment qu'un enfant de plus était assis dans la 3e rangée, bien que lorsqu'elle comptait les têtes, elle arrivait toujours au bon nombre de 22. L'entrée du 10 mars était plus troublée. Thornton décrivait voir un garçon du coin de l'œil, toujours dans la 3e rangée, 2e siège, en partant de la gauche. Quand elle se tournait pour regarder directement, le siège paraissait vide ou occupé par l'élève qui y était habituellement assis. Mais dans sa vision périphérique, le garçon pâle restait, ses yeux sombres fixés sur elle, ses lèvres bougeant sans un son, comme s'il essayait de parler. Elle écrivait qu'elle avait mis cela sur le compte de l'épuisement dû au choc émotionnel de la catastrophe. L'entrée du 15 mars, 2 jours avant la photographie, contenait un passage qui se lisait comme une confession. Thornton admettait qu'elle avait commencé à éviter de regarder la 3e rangée, car la présence était devenue plus forte, plus insistante. Elle pouvait le sentir là pendant chaque leçon, un point froid dans la pièce qui faisait que les élèves se tortillaient mal à l'aise sur leurs chaises. Plusieurs enfants s'étaient plaints de se sentir observés. Une fille, Emma Henderson, avait demandé pourquoi le nouveau garçon ne parlait jamais. Quand Thornton lui a demandé de quel nouveau garçon il s'agissait, Emma n'a pas pu donner de nom, seulement une description. Peau pâle, yeux sombres, costume sombre, toujours silencieux. L'entrée du journal pour le 17 mars, le jour de la photographie, ne contenait que 3 phrases. Thornton écrivait qu'elle avait fait venir un photographe ambulant pour prendre sa classe en photo, espérant que cette activité remonterait le moral de tout le monde. Elle a noté le nom du photographe, l'heure de la journée et le coût de $3. Et dans la dernière ligne, elle écrivait qu'elle avait senti la présence plus forte que jamais pendant la pause, comme si le garçon pâle voulait désespérément qu'on se souvienne de lui. Mais la découverte la plus glaçante est venue d'autres sources. Les registres paroissiaux du révérend Thomas Blackwell comprenaient une note datée du 20 mars 1893, documentant la visite de 3 parents inquiets dont les enfants fréquentaient Willowbrook. Ils ont rapporté que leur fils et leur fille parlaient d'un camarade de classe fantomatique, un garçon qui était apparu après la catastrophe minière. Les descriptions correspondaient exactement. Pâle, les yeux sombres, assis dans la 3e rangée, visible seulement indirectement, ne parlant jamais. Blackwell avait rejeté cela comme de l'imagination enfantine enflammée par la récente tragédie. Une lettre du superviseur de la compagnie minière, Charles Brennan, à sa sœur, datée du 24 mars 1893, mentionnait les étranges histoires qui circulaient sur un enfant fantôme à l'école. De multiples témoins, à travers de multiples documents, décrivant le même garçon impossible, le même lieu, la même apparence. Tout cela dans les 2 semaines entre la catastrophe minière et la photographie qui prouverait, 127 ans plus tard, que leur récit était vrai. Les registres du cimetière étaient entreposés au sous-sol de l'église épiscopale Saint-Michael,
des registres reliés en cuir datant de 1871, quand Ashford Hollow a établi son premier cimetière public. Margaret Chen et Daniel Marsh ont passé 2 semaines en février 2021 à examiner chaque entrée de l'année 1893 à la recherche d'anomalies. À la page 37 du registre de mars, ils l'ont trouvée. Une entrée datée du 5 mars 1893, enregistrant l'inhumation d'un enfant de sexe masculin non identifié, âgé d'environ 10 à 12 ans, enterré dans la section des indigents sans cérémonie. Aucun nom, aucune famille mentionnée. Juste un numéro de concession. Section D, rangée sept, tombe 14. La note indiquait que le corps avait été livré par la Consolidated Mining Company avec des instructions pour une inhumation immédiate. Un radar à pénétration de sol a confirmé la présence de restes humains à l'emplacement non marqué. Avec la permission des autorités du comté, l'anthropologue judiciaire Dr Sarah Kim a exhumé la tombe en avril 2021. Le squelette appartenait à un enfant de sexe masculin, âgé de 10 à 12 ans d'après le développement osseux et les schémas d'éruption dentaire. Mais la découverte cruciale est venue lors de l'analyse microscopique du tissu osseux. De la poussière de charbon imprégnait la moelle, concentrée selon des motifs compatibles avec une exposition chronique. Cet enfant avait travaillé sous terre, respirant des particules de charbon jour après jour, ses os en croissance absorbant la preuve de son labeur. Le rapport du Dr Kim a établi la cause du décès comme un traumatisme massif, compatible avec un écrasement dans un effondrement de mine. La dernière pièce est venue d'une source inattendue. Une cache de documents de la Consolidated Mining Company, scellée dans une salle de stockage du palais de justice depuis la faillite de la société en 1931, contenait des dossiers d'emploi qui n'auraient jamais dû exister. Cachés parmi des centaines de pages de données de paie officielles, se trouvaient des registres manuscrits documentant les paiements illégaux pour le travail des enfants, des salaires non déclarés payés en espèces à des familles assez désespérées pour envoyer leurs plus jeunes enfants dans les mines. Le registre de février 1893 listait un nom qui n'apparaissait nulle part ailleurs dans aucun document officiel. Thomas Weatherly, âgé de 11 ans, employé comme « trapper boy » pour 6 cents par jour. Son travail consistait à s'asseoir seul dans les galeries sombres, à ouvrir et fermer les portes de ventilation au passage des wagons de charbon. Le travail le plus dangereux confié aux plus petits enfants. Thomas Weatherly n'avait aucun certificat de naissance déposé en Pennsylvanie, aucune trace de recensement, aucune inscription scolaire. Il n'existait que dans ce registre secret et dans les os enterrés dans une tombe anonyme. Lorsque l'effondrement s'est produit le 3 mars, la compagnie minière a été confrontée à un choix. Admettre qu'elle avait employé un enfant si jeune et si peu documenté que reconnaître sa mort exposerait ses pratiques illégales, ou simplement l'effacer de la liste des victimes. Ils ont choisi l'effacement. Ils ont enterré son corps dans une tombe anonyme. Ils l'ont exclu du décompte officiel. Ils ont détruit toute preuve de son existence. Mais 2 semaines plus tard, Thomas Weatherly posait pour une photographie dans une salle de classe où il n'avait jamais été inscrit, et son image s'est gravée sur une plaque de verre avec une intensité qui survivrait 128 ans. Le garçon qu'ils avaient essayé d'effacer avait trouvé un moyen de rester dans les mémoires. Le docteur Hastings avait passé 30 ans à analyser des photographies historiques, et le cas de Thomas Weatherly le rongeait d'une manière qu'aucune autre enquête n'avait fait. Les impossibilités chimiques, les témoignages oculaires, la convergence de la tragédie et de l'image, tout cela suggérait quelque chose de systématique plutôt que de singulier. En juin 2021, il a entrepris un examen complet des photographies de l'époque victorienne associées à des tragédies documentées, demandant l'accès aux archives
de tout le nord-est des États-Unis. Ce qu'il a découvert allait transformer la photographie de Weatherly d'un mystère isolé en la preuve d'un phénomène que la science ne peut toujours pas expliquer. Le premier cas comparable provenait de la filature de Lawrence dans le Massachusetts. Le 11 décembre 1891, un incendie a tué 32 ouvriers, la plupart étant de jeunes femmes et des filles. Une photographie prise 3 jours plus tard montrait des ouvriers rassemblés devant l'usine incendiée, apparemment pour une photo commémorative. Mais, debout au dernier rang, partiellement transparente mais d'une netteté impossible, apparaissait une jeune femme en robe de travail. Les registres d'emploi de l'usine identifiaient chaque personne sur la photo, sauf elle. Lorsque Hastings a examiné le négatif original sur plaque de verre, il a trouvé des anomalies identiques, les mêmes motifs d'exposition impossibles, les mêmes incohérences chimiques dans l'émulsion, la même apparition d'une image qui n'aurait pas pu être capturée par une exposition lumineuse conventionnelle. La femme correspondait aux descriptions des témoignages de survivants d'Agnes Murphy, âgée de 17 ans, dont le corps avait été entièrement consumé par le feu. Le schéma se répétait. L'effondrement d'une école à Marietta, dans l'Ohio, le 23 avril 1895, a tué 14 enfants lorsque le 2e étage a cédé pendant l'assemblée du matin. Une photographie prise une semaine plus tard pour un service commémoratif montrait les élèves et les enseignants survivants disposés sur les marches de l'entrée. Au dernier rang se tenait une petite fille en robe blanche, ses traits d'une clarté cristalline, alors que tout le monde autour d'elle présentait le flou caractéristique d'une longue exposition. Les registres de l'école comptaient chaque enfant sur l'image, sauf elle. L'analyse chimique a révélé les mêmes anomalies d'émulsion. Les journaux locaux de 1895 mentionnaient des parents affirmant que leurs enfants avaient vu Elizabeth Donovan, âgée de 8 ans, se tenir avec eux pendant la photographie commémorative, bien que son corps ait été enterré 3 jours plus tôt. L'incendie d'un immeuble à New York, le 9 mars 1897, a tué 40, et un résident, la plupart étant des immigrants récents dont l'identité n'a jamais été fermement établie. Une photographie de journal documentant les suites de l'incendie montrait des survivants rassemblés devant le bâtiment incendié. Parmi eux apparaissaient 3 silhouettes que les propres archives du journal ne pouvaient expliquer, une femme tenant un bébé et un jeune garçon. Tous les 3 présentaient la même clarté impossible, les mêmes signatures chimiques que Hastings avait trouvées dans la photographie de Weatherly. En septembre 2021, Hastings avait documenté 43 cas s'étalant de 1884 à 1903, partageant tous des caractéristiques identiques, une mort traumatisante, des photographies prises dans les 2 semaines suivant la tragédie, des silhouettes inexpliquées présentant des propriétés chimiques impossibles, et des récits historiques de témoins affirmant avoir vu les défunts. Le phénomène semblait exclusif à l'ère victorienne, plus précisément à la période où le collodion humide et les premiers procédés au gélatino-bromure d'argent dominaient la photographie. Quelque chose dans la combinaison d'une mort traumatisante et de la chimie photographique du XIXe siècle créait des conditions qui permettaient à l'impossible de se produire. Les morts, semblait-il, avaient trouvé un moyen d'insister pour qu'on se souvienne d'eux. La publication des conclusions du Dr Hastings dans le Journal of Photographic Science en novembre 2021 a déclenché un événement sans précédent dans la recherche archivistique, un réexamen systématique des collections de photographies de l'époque victorienne à travers l'Amérique du Nord. En l'espace de 6 mois, plus de 300 institutions archivistiques avaient lancé des projets de révision, formant leur personnel à identifier les signatures chimiques spécifiques et les anomalies visuelles qui caractérisaient ce que les chercheurs appelaient désormais les phénomènes d'impression post-mortem. Les résultats furent stupéfiants. En janvier 2023,
Les cas documentés avaient atteint 217, s'étendant de la Nouvelle-Écosse au Texas, de 1882 à 1906. Chaque cas suivait le schéma identifié par Hastings, des photographies prises à proximité d'une tragédie, des silhouettes inexpliquées présentant des propriétés photographiques impossibles et des preuves historiques de dissimulation ou d'effacement. Les archives nationales à Washington ont découvert une photographie de l'inondation de Johnstown de 1889 contenant 6 silhouettes non identifiées, se tenant parmi des survivants confirmés, toutes présentant les anomalies d'émulsion caractéristiques. Le musée d'histoire de Chicago a trouvé 3 photographies distinctes de l'incendie du théâtre Iroquois de 1903, chacune contenant des spectateurs fantomatiques ne correspondant à aucun récit de survivants. Une collection de photographies de famille dans le Vermont a révélé une image d'une épidémie de diphtérie de 1892 montrant 2 enfants décédés 3 jours avant la prise de la photo, leur présence documentée dans des lettres de famille, mais rejetée comme une hallucination due au deuil, jusqu'à ce que les preuves chimiques prouvent le contraire. Le phénomène se concentrait le plus densément autour des catastrophes industrielles et des décès d'enfants, en particulier les cas où les victimes avaient été délibérément non comptées ou officiellement effacées. Catastrophes minières, incendies d'usines, accidents du travail à une époque sans protection des travailleurs, des tragédies où les morts étaient pauvres, immigrants récents, enfants employés illégalement dont l'existence s'avérait gênante pour des intérêts puissants. Les photographies sont devenues une sorte de témoignage, une preuve qui résistait à l'effacement même lorsque les noms étaient rayés des registres et les corps enterrés dans des tombes anonymes. Le cas de Thomas Weatherly est resté le plus étudié, le plus scientifiquement documenté, le plus impossible à rejeter. Sa photographie a été examinée par 17 spécialistes distincts utilisant des équipements capables de détecter la contrefaçon au niveau moléculaire. Son identité a été confirmée par l'anthropologie judiciaire, la recherche archivistique et les preuves documentaires. Son histoire a été reconstituée à partir de sources antérieures à toute connaissance de l'anomalie de la photographie. Il était réel. Il était mort. Et il avait d'une manière ou d'une autre imprimé son image sur une plaque de verre par des mécanismes qui violaient tous les principes de la science photographique. Les musées ont commencé à créer des expositions spécifiquement axées sur ces photographies impossibles. L'exposition de 2022 du Smithsonian Vues et non vues, photographie post-mortem et effacement historique, a attiré des foules records, avec l'image de Thomas Weatherly comme pièce maîtresse. Des conférences universitaires se sont formées autour du phénomène, réunissant des scientifiques de la photographie, des historiens et même des parapsychologues à la recherche d'explications. Mais chaque analyse, chaque théorie, chaque tentative d'explication rationnelle s'effondrait face aux preuves physiques. Ces images existaient, elles ne le devraient pas. Et Thomas Weatherly, le garçon assis dans la 3e rangée d'une salle de classe où il n'avait jamais été inscrit, était devenu le visage d'un mystère qui comblait le fossé entre l'histoire documentée et la réalité inexplicable. Il n'était pas seul. 216 autres victimes oubliées avaient trouvé leur chemin dans des photographies, insistant pour qu'on se souvienne d'elles. Et les chercheurs soupçonnaient que ces cas documentés ne représentaient qu'une fraction du nombre réel attendant d'être découvert dans les archives du monde entier. Le négatif original sur plaque de verre reste dans un entrepôt à climat contrôlé à la Société historique de Pennsylvanie, conservé dans une boîte d'archives avec des niveaux de température et d'humidité précisément régulés. La photographie ne peut être consultée que sur rendez-vous. Sous surveillance, les chercheurs étant tenus de porter des gants en coton et de maintenir une distance d'au moins 6 pouces de la surface. La tombe de Thomas Weatherly dans le cimetière d'Ashford Hollow porte désormais une pierre tombale appropriée, installée lors d'une cérémonie
le 3 mars 2022, exactement 129 ans après sa mort. Son nom est gravé dans le granit au-dessus des dates, vers 1882, 3 mars 1893, et de l'inscription « Enfin commémoré ». Son existence a été reconnue, son histoire racontée, son effacement de l'histoire inversé. Mais la photographie elle-même reste inexplicable. En 2024, des chercheurs du MIT ont appliqué la technologie d'analyse photographique la plus avancée disponible, des algorithmes d'amélioration numérique capables de détecter la manipulation au niveau quantique, une analyse spectroscopique pouvant identifier des molécules individuelles dans une émulsion centenaire, et une intelligence artificielle entraînée sur des millions de photographies historiques pour détecter toute forme d'altération ou de contrefaçon. Chaque test a confirmé ce que le Dr Hastings a conclu en 2020. L'image est originale à la plaque, créée en 1893, impossible selon tous les principes connus de la science photographique. Le garçon ne devrait pas y apparaître. La composition chimique ne devrait pas exister. Le motif d'exposition défie les lois de la physique telles que nous les comprenons. Pourtant, il est assis là, dans la 3e rangée, 2e en partant de la gauche, ses yeux sombres fixant à travers 132 ans avec une intensité qui met les spectateurs mal à l'aise. Son visage est plus net que celui de n'importe quel autre enfant sur la photo, comme s'il était plus présent, plus insistant à être vu. Les visiteurs de musées rapportent se sentir observés lorsqu'ils se tiennent devant l'image. Des caméras de sécurité ont filmé des gens reculant soudainement de la photographie, affirmant avoir ressenti un froid ou perçu un mouvement du coin de l'œil. Les mêmes descriptions qui sont apparues dans les témoignages de 1893 continuent de se manifester en 2025. La question qui hante les chercheurs n'est pas de savoir si l'image de Thomas Weatherly existe. La preuve est irréfutable. La question est de savoir combien d'autres attendent d'être découvertes. Combien de victimes oubliées ont imprimé leurs images sur des plaques de verre et des négatifs de films dans des moments de besoin désespérés d'être remémorés. Combien de photographies dans les archives, les greniers, les antiquaires et les entrepôts de musées contiennent des silhouettes impossibles que personne n'a encore remarquées? L'examen systématique des collections de l'ère victorienne n'a examiné qu'environ 12% des photographies survivantes de cette période. Des centaines de milliers d'images restent non examinées, non inventoriées, attendant dans l'obscurité. Et si le phénomène s'étendait au-delà de l'ère victorienne, si des conditions similaires pouvaient se produire avec des technologies photographiques ultérieures ou même des images numériques, comment le saurions-nous? Que chercherions-nous? Thomas Weatherly est assis dans sa salle de classe pour toujours, un enfant mort dans l'obscurité, trouvant son chemin vers la lumière, exigeant par sa présence impossible que nous reconnaissions ce qui lui a été fait, ainsi qu'à d'innombrables autres comme lui. La science ne peut expliquer comment il est là. L'histoire ne peut nier qu'il y est. Et quelque part dans le monde, dans des archives que nous n'avons pas fouillées et des photographies que nous n'avons pas examinées, d'autres victimes oubliées attendent que quelqu'un les voie enfin.